Ce mur que vous voyez là, perdu au sud de l'Écosse, n'est pas n'importe quel mur. Alors oui, il est en pierre comme beaucoup d'autres, mais lui répond à une question que je me pose parfois, et peut-être vous aussi. Quand est-ce que l'Empire romain a atteint son apogée ? Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, sachez que ce simple mur, de quand même 110 km, matérialise l'extension maximale de l'Empire romain. Il est à la fois le symbole de la fin des grandes conquêtes menées par les souverains successifs, et aussi l'illustration des moyens considérables déployés par l'Empire pour maintenir la paix dans ces immenses territoires. L'Empire romain atteint donc sa forme maximum dans une période que l'on appelle aujourd'hui la Pax Romana. Cette paix romaine, qui va durer 2 siècles, est une longue période de calme relatif, dans un empire qui s'étend alors de l'Écosse à l'Égypte, de la Syrie au nord du Maroc. Une paix dont l'un des architectes est aussi celui qui a fait bâtir ce mur qu'il voulait aux confins de l'Empire pour le protéger. Et lui, c'est l'empereur Hadrien. Pour comprendre cette Pax Romana et le rôle de l'empereur Hadrien pendant cette période cruciale, passons des provinces les plus reculées de l'Empire romain à son cœur battant, Rome. Un voyage dans les pas de cet empereur Hadrien, pour lequel je suis bien entouré, puisque je suis accompagné de l'historien Dimitri Tilloy d'Ambrosie, spécialiste de l'histoire romaine et qui a consacré un ouvrage passionnant au voyage d'Hadrien à travers tout l'Empire. Et comme pour moi, l'essence d'un voyage réussi, c'est de le partager avec un ami, j'ai demandé à Antoine Daniel de se joindre à notre drôle d'expédition. Et j'ai ramené Antoine parce que pour Antoine, Rome est la plus belle ville du monde. C'est pas pour Antoine, c'est un fait. Rome est la plus belle ville du monde. C'est la plus belle. Bon, même ces trucs un peu osef, tu vois. Si je connais Toulouse en plus. J'ai vécu à Toulouse. Parce qu'il dit ça, mais il connaît pas Toulouse. Même ces trucs un peu osef est déjà belle en fait. Rien que. Et de jour, c'est encore plus spectaculaire parce que t'as une colline avec des arbres au fond, etc. Et là, le fait qu'on ait Dimitri avec nous pour nous faire la visite, là, c'est. Mais là. On est royal. Là, c'est un petit rêve un peu de gosse de se dire tu visites un lieu. Enfin, historique, une ville aussi historique que Rome, avec un gars qui est spécialiste de ça, ouais. Ça c'est assez fou. Rome, c'est une merveille à chaque coin de rue. Chaque coin de rue, t'as vraiment un truc de fou à chaque fois, c'est hallucinant, je trouve. Il faut savoir qu'Antoine est littéralement en OPSP pour la ville de Rome actuellement. I wish. Please, Rome. Contact me, please. Si nous sommes tous venus ici à Rome, c'est grâce à un partenaire tout trouvé pour cet épisode. Le jeu Anno 117 Pax Romana qui vous proposera lui aussi de voyager dans le temps. Anno 117 Pax Romana vous plonge dans la peau d'un gouverneur de province pour qu'elle devienne la plus puissante du monde romain. D'un petit comptoir commercial, bâtissez la plus grande cité de votre époque. Mais pour cela, vous devrez faire des choix culturels, religieux, politiques et militaires. Des choix qui évolueront que vous soyez un gouverneur de la région du Latium, proche du centre de l'Empire, ou dans la région reculée de l'Albion, où imposer la culture romaine n'est pas la seule voie. Répondez aux besoins de votre population, développez des relations cordiales ou non avec vos voisins, attirez-vous la faveur des dieux, érigez des temples, des cirques, des forums, bref, marquez l'histoire. Cette histoire d'ailleurs, Anno s'en est librement inspirée et s'en détache par quelques aspects évidemment. Mais nous allons tout de même utiliser des extraits du jeu pour illustrer les propos de la vidéo, pour vous plonger dans l'ambiance de la période d'Hadrien, de son règne et de ses voyages, afin de mieux comprendre les enjeux de la Pax Romana. Si vous voulez retrouver les informations sur le jeu, vous trouverez tout dans le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Et merci à Anno 117 Pax Romana pour leur confiance. Pour commencer cette exploration de Rome et de la Pax Romana, Dimitri Tilloy d'Ambrosie nous emmène devant un monument exceptionnel, la colonne Trajane. C'est le point de départ de notre histoire qui commence en l'an 117. Dimitri, il y a une année très importante qui est l'année 117. Pourquoi est-ce que cette année 117 est primordiale? Alors 117, déjà c'est la mort de Trajan, donc qui meurt en août 117 en Orient, dans le sud de l'Asie mineure, donc Turquie actuelle. Et Hadrien, donc, qu'il a adopté auparavant, se retrouve à la tête de l'Empire. Et un empire qui est à son apogée, avec une extension qui n'a jamais été atteinte jusque-là,
Voilà, donc avec des conquêtes menées en Dacie, donc en Roumanie actuelle, en Mésopotamie. Tu disais que la colonne représentait la conquête de la Dacie. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on y voit sur cette Et colonne? avant tout, Ah oui. non mais il faut que je pose la question quand même, Ah oui. est-ce que c'est vrai que c'est la première bande dessinée de l'histoire ou c'est juste une légende pour... Alors Antoine a raison, effectivement. Allez. Cette colonne, donc effectivement, peut être considérée comme une bande dessinée dans le sens où on la lit de cette manière, c'est-à-dire on suit les images qui s'enroulent autour de cette colonne, qui mesure quasiment 40 mètres de hauteur. Donc la construction de cette colonne commence vers 113, donc quelques années bien sûr avant la mort de Trajan, et donc elle raconte les conquêtes de la Dacie. Alors pourquoi Trajan se lance dans cette conquête? En fait, il y a des raisons stratégiques, il y a eu des incursions dans les provinces romaines. On a un gouverneur qui a été tué par exemple, il y a eu une forme d'humiliation pour Rome. Donc il y a une volonté pour Trajan de venger cet affront en quelque sorte. Et puis deuxième point, la richesse. C'est un territoire qui est riche en mines, d'or et d'argent, et le butin qui a été accumulé à l'issue de ces campagnes a permis de construire l'ensemble absolument gigantesque qui se trouve derrière nous, la colonne, le marché, le forum, la basilique. Et la question que je me posais, c'est vu que du coup ça raconte toute une conquête en fait, toute une série de conquêtes même, quelle est la véracité de ce qu'elle raconte? Parce qu'il y a forcément, je me dis, qu'elle servait aussi un petit peu d'outil presque de propagande. Il faut comprendre déjà que cette colonne est une source extrêmement intéressante pour les historiens de l'histoire militaire en fait, dans le sens où on a énormément de détails sur l'armement, les techniques de siège. Donc on a toutes les machines de guerre, on a les armes, on a la vie des camps également qui est représentée. Donc en fait c'est une source qui est assez réaliste. Après effectivement, alors on a 2000 personnages en tout qui sont représentés, un peu plus de 2000 personnages. Donc c'est vraiment très très dense. C'est lequel ton préféré? Trajan évidemment. Ah ouais, Bien sûr, très bonne réponse. ouais, un peu mainstream, je trouve. Voilà, mais bon, mainstream, c'est mais bon. vrai. Et donc Trajan en fait est dans chacune des scènes. Donc c'est pour ça effectivement parler de propagande, c'est juste. Durant les événements racontés sur la colonne, Hadrien n'est pas encore empereur, mais est bien présent. Pendant la deuxième campagne de Dacie, il est même à la tête d'une légion, soit 5000 hommes. Selon les textes, il se distingue et reçoit même une décoration. Un comportement exemplaire qui a sans doute joué dans le choix de l'empereur Trajan de l'adopter pour en faire son successeur. Alors là, c'est important, je fais une parenthèse. Dans la Rome antique, il est courant d'adopter un héritier, ce qui permet une certaine continuité du pouvoir. En fait, les deux hommes se connaissent depuis longtemps, et ce pour une bonne raison. Hadrien, né en 76, probablement en Espagne, et il vient d'une famille de sénateurs, et il est surtout le cousin de Trajan, qui le prend sous sa protection et favorise donc son ascension. Hadrien coche toutes les cases de ce que les Romains appellent le cursus honorum, un parcours très sélectif permettant l'accès au Sénat en passant par les postes de la magistrature comme consul, questeur ou prêteur. Grâce à la protection de son cousin, Hadrien s'élève rapidement dans la magistrature, il montre ses talents militaires, juridiques et religieux. Durant ce fameux cursus honorum, Hadrien va passer beaucoup de temps dans différentes provinces de l'Empire. Il est par exemple nommé gouverneur en Syrie. Ce type de poste, bien qu'éloigné, est en fait considéré comme nécessaire pour s'élever politiquement vers les plus hautes sphères du pouvoir. Comment se déroule la fin du règne de Trajan avec ses dernières conquêtes justement, et comment se passe la transition avec Hadrien? Alors 117, on l'a dit, une année charnière qu'on considère comme l'apogée de la paix romaine, mais aussi une année difficile. Une année difficile pourquoi? Parce que lorsque Trajan meurt, il meurt en 117, mais dès 116, les territoires conquis semblent difficiles à contrôler. Il y a des révoltes en Orient, en Égypte, on voit que la domination romaine est fragile et on voit qu'Hadrien doit faire face justement à ces situations. Et la question qui se pose, c'est évidemment que faire de ces conquêtes. Et donc Hadrien prend une décision qui peut nous sembler radicale, qui va être d'évacuer une partie de ces conquêtes. Les troupes sont retirées, Hadrien fait preuve de pragmatisme. Il fait preuve de réalisme parce qu'il sait que Rome n'a pas les moyens de tenir cette conquête. Il faut bien comprendre qu'on a l'impression d'une armée invincible, au potentiel illimité. Non, en fait, Rome a des limites en termes militaires. Et on le voit bien, lorsque de grandes opérations de conquête sont menées, les effectifs qui sont mobilisés sont énormes. Par exemple, pour la conquête de la Dacie, c'est plus de 10 légions. Et donc, sachant qu'il y a 30 légions, alors ça dépend des périodes de l'Empire, il y a environ 30 légions, ça représente un tiers des effectifs de l'Empire. Donc c'est quand même évidemment un enjeu important que de pouvoir conserver durablement ces territoires conquis. Tu as commencé à en parler un petit peu, lorsque Hadrien arrive au pouvoir, lui a une vision différente de la conquête et peut-être d'asseoir justement cette paix romaine. Il y a effectivement un contraste entre un Trajan qui est un conquérant
qui se considère comme un nouvel Alexandre, et puis Hadrien qui a une vision différente en fait de ce que doit être la paix romaine. Dire qu'Hadrien est un pacifiste serait peut-être anachronique, c'est pas un militant pour la paix, lorsque les armes doivent être employées, il n'hésite pas à le faire. En revanche, il a conscience qu'il faut une stabilité sur les frontières. Pour comprendre ces enjeux de stabilité, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la Pax Romana concrètement. Ce terme définit une période d'environ 2 siècles qui s'étend du règne d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ jusqu'au tournant du 2e siècle de notre ère. Alors, les historiens débattent encore sur la fin de celle-ci, soit la fin du règne de Marc Aurèle, où les frontières de l'Empire sont particulièrement sous pression, ou le règne de Sévère Alexandre, dont la mort en 235 est suivie d'une grande période d'instabilité politique. La Pax Romana ne commence donc pas en 117, mais cette année est un jalon essentiel dans cette période car elle marque l'extension maximale des frontières de l'Empire. Mais ne nous trompons pas sur ce qu'est la Pax Romana. Cette période n'est pas un moment de paix absolue. En 2 siècles, il y a eu plusieurs soulèvements importants, que ce soit en Judée ou en Bretagne avec la célèbre révolte menée par la reine Boudica. Même si ça peut nous paraître bizarre, pour les Romains de l'Antiquité, cette idée n'est pas incompatible avec la définition de la paix. En fait, la Pax Romana n'est pas une notion chronologique, mais avant tout un espace, dominé par Rome, qui en assure la sécurité par les armes. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Empire durant cette période, Dimitri nous emmène dans le cœur historique et politique de la ville, le Palatin. Alors le Palatin, c'est une des 7 collines de Rome, et c'est pour les Romains vraiment le cœur de leur histoire en fait. C'est là, sur la tradition, que Romulus aurait été trouvé et que Romulus aurait habité. Et puis à l'époque d'Auguste, ça devient la résidence des empereurs. Auguste avait d'abord une maison en tant que simple particulier, mais qui devient à partir du 27 avant Jésus-Christ vraiment un centre du pouvoir également. Et puis au fil du temps, au fil des règnes, le Palatin devient de plus en plus une zone palatiale. Palais, palatium, c'est l'origine du mot. Le mot vient de la colline. Absolument, ouais, tout à fait. Ça qui est fou quand tu es à Rome, c'est que l'origine des mots est physiquement là. C'est ça. Là, on commence vraiment, surtout avec Domitien, on commence vraiment à voir un palais monumental avec des grandes salles de réception. Ce qui montre bien une chose, c'est-à-dire le glissement vers un pouvoir peu à peu qui s'affirme comme de plus en plus monarchique. À l'époque d'Hadrien, cette colline est déjà couverte d'un complexe palatial assez important. Lieu de résidence des empereurs, mais également le cœur de l'administration impériale. Dans cette administration, on a évidemment là aussi un des leviers du pouvoir et de la paix romaine. Dans le sens où un empire qui est bien administré, bien informé également, c'est essentiel. Et cette colline est importante puisque symboliquement, finalement, c'est le cœur de l'empire. C'est le cœur de Rome, mais c'est le cœur de l'empire dans le sens où c'est vraiment le centre du pouvoir. C'est un lieu qui finalement résume aussi assez bien la puissance romaine et la paix romaine. Les choses vont alors évoluer dans notre fameuse année 117. Trajan meurt, et à ce moment-là, Hadrien est gouverneur en Syrie, bien loin de Rome. La tradition voudrait qu'il revienne aussitôt auprès du Sénat, puisque depuis le début de l'Empire, le futur empereur est reconnu par 2 entités importantes. Le Sénat, ainsi que l'armée, pour symboliser l'équilibre entre le politique et le militaire. Hadrien, lui, au lieu de vite revenir à Rome, prend le temps de sécuriser la situation en Mésopotamie en évacuant les troupes romaines, comme l'expliquait Dimitri. Puis, il prend la route de Rome, non sans faire quelques détours pour s'assurer de la stabilité des frontières, se présenter aux populations locales et mener des négociations de paix au passage. En tout, il met plus d'1 an à revenir, puisqu'il arrive enfin à Rome à l'été 118, ce qui est très inhabituel pour un nouvel empereur. Et ce qui est aussi très inhabituel, c'est que les écrits racontent qu'il a été reconnu empereur par l'armée avant le Sénat, avant même son retour à Rome, chose assez rare pour être notifiée. Un voyage-retour annonciateur de ce que sera le règne de ce nouvel empereur. Pourtant, j'ai vu qu'Hadrien, c'était vraiment un empereur qui va beaucoup voyager dans l'Empire. Et pourquoi est-ce qu'il va, on va dire, s'obstiner à autant voyager et à être à l'extérieur de Rome, alors que pourtant il ne fait pas spécialement la guerre, il va la faire un petit peu, mais pas tant que ça. Alors effectivement, on vient de dire que le cœur du pouvoir, c'est ici, c'est le Palatin, d'accord. Mais justement, durant le règne d'Hadrien, le cœur du pouvoir va se déplacer dans tout l'Empire. Ouais, c'est une cour itinérante. Une cour itinérante, ouais, c'est ça, ouais. Le Palatin va être vidé en quelque sorte de son locataire pendant pas mal d'années, dans le sens où Hadrien entreprend
2 grandes tournées de voyage durant son règne. On a un poète qui est assez intéressant, qui est un poète qui s'appelle Fleurus, qui écrit un poème parodique sur Hadrien. Il dit, je le paraphrase, je n'aimerais pas être Hadrien pour aller me tapir dans le froid de la Germanie, aller sur les confins du monde barbare. Et Hadrien lui répond, mais moi j'aimerais pas être Fleurus qui passe son temps dans les Ah, mais tavernes. il répondait à ses haters. Ah ouais, Non, vraiment, c'est exactement ça. Et c'est ok. Mais c'est la première fois qu'on a un empereur qui va vraiment systématiquement, et ce sera le seul en fait, qui va systématiquement visiter toutes les provinces, quasiment. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un plan politique en fait. Lors de son règne, il a plus passé de temps à l'extérieur de Rome qu'à Rome. Les voyages deviennent la signature du règne d'Adrien. C'est l'empereur romain qui passera le moins de temps à Rome, ce qui est très inhabituel et exceptionnel. Comme nous le disait Dimitri, Hadrien va mener pendant son règne 3 grandes tournées. Une première entre 121 et 125, à travers la Gaule, la Germanie, la Bretagne, Hispania, la Maurétanie, la Syrie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine. Une autre en 128, vers l'Afrique du Nord, avec des haltes en Sicile, à Carthage et en Maurétanie. Et une dernière tournée, entre 128 et 134, même si la date est encore débattue, qui le mène en Grèce, en Cappadoce, en Judée et en Égypte. À chaque fois, ces voyages sont très politiques. Ils permettent à l'empereur de mieux connaître son empire et donc de mieux le gérer. En se déplaçant comme ça en personne dans les confins du monde romain, il renforce la présence de Rome elle-même, jusque dans les provinces les plus lointaines. Ces destinations reflètent ses priorités politiques et militaires pour inspecter une frontière, lancer des grands travaux et apaiser des tensions diplomatiques. Elles sont aussi parfois un miroir de ses goûts personnels, son amour pour la Grèce et l'Égypte par exemple. L'Empire est alors constitué d'un ensemble de provinces dont la cellule de base est la cité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que Rome, lors de ses conquêtes, est du genre pragmatique et s'appuie sur les élites locales déjà en place. Une relation gagnant-gagnant entre les grandes familles qui obtiennent de Rome des postes de pouvoir et témoignent en échange de leur loyauté et de leur allégeance. C'est aussi ça que cherche à entretenir Hadrien durant son règne. Je me demandais vraiment comment tu gères un empire d'une taille aussi conséquente à cette époque-là, en fait. Ouais, Comment tu fais pour contrôler des colonies qui sont lointaines? Ouais. Comment ça se passe, en fait? Alors, il faut imaginer qu'on a un empire quand même qui va de l'Angleterre à l'Afrique du Nord, Ouais, voilà. du Portugal à la Syrie actuelle. Et donc, effectivement, comment on fait pour savoir ce qui s'est passé il y a quelques jours dans telle province? Et effectivement, Auguste, une fois de plus, est à l'origine d'un système qu'on appelle le cursus publicus, la poste publique, on pourrait le traduire ainsi. Donc, à Rome, il y a un préfet qui est responsable de ce service. Et donc, effectivement, c'est un système de relais qui permet à quiconque qui vient d'une cité de l'Empire, détenteur d'un diplôme, donc qui est une forme d'attestation en quelque sorte, et bien de pouvoir utiliser des véhicules et surtout les auberges qui sont des relais en fait sur le chemin de ce cursus publicus. Ce qui fait qu'on peut avancer très vite sans avoir de contraintes matérielles en quelque sorte, et en quelques jours l'empereur peut savoir ce qui se passe. Je me disais, admettons qu'il se passe quelque chose de super important en Angleterre. Ouais. En combien de temps ils sont au courant ici? On voit que depuis la Germanie, par exemple, eh bien, en quelques jours, 3-4 jours, 5 jours, eh bien, une nouvelle peut arriver à Rome. Wow, c'est assez rapide. Ouais. En tout cas, les sources montrent bien que l'information circule très rapidement. Ouais. Cette efficacité des moyens de communication est indispensable pour gérer un empire aussi vaste. Mais parfois, rien ne vaut la présence de l'empereur en personne. En voyageant à la rencontre de ses légions, Hadrien renforce aussi son rôle de chef des armées. Cela lui permet de nouer des liens forts avec les soldats de toutes les provinces. Il s'assoit parmi eux et mange la même nourriture qu'eux. Une attitude de sobriété qui est très remarquée et appréciée par les soldats comme par les commentateurs de l'époque. Cette attention portée à la consolidation des frontières de l'Empire se manifeste particulièrement en Bretagne. C'est là qu'Hadrien va construire un des monuments les plus iconiques de son règne, le mur d'Hadrien. Une des raisons pour lesquelles ce mur semble avoir été construit, c'est en tout cas ce que nous disent les textes, c'est qu'avant l'arrivée d'Hadrien, en 117, la province de Bretagne est le foyer d'une agitation assez importante, menée par un peuple breton, qui est le peuple des Brigantes, et qui a tendance à se fédérer un petit peu avec les peuples plus au nord de la frontière. Donc, une des raisons de ce mur, et c'est ce que dit le texte de l'Histoire Auguste, c'est séparer ces peuples sous domination romaine des peuples qui ne le sont pas, de manière à garantir un contrôle de la frontière. Mais quand on analyse ce mur, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une barrière impénétrable. En réalité, c'est aussi une forme de filtre, en quelque sorte, parce qu'il y a des communications, il y a des échanges avec le monde au-delà de la frontière romaine, et des échanges commerciaux. Et puis, il y a également une dimension symbolique. Pourquoi ? Parce que
C'est une manière de montrer finalement que Rome tient fermement les confins du monde connu. Donc il y a aussi cette dimension symbolique qui est extrêmement importante. On parle souvent de limes pour désigner la frontière de l'Empire romain, mais c'est un mot qui souvent est mal compris. Ce n'est pas simplement une barrière fortifiée, impénétrable, voilà, qui marque la limite entre le monde romain d'un côté, les barbares de l'autre. Donc en fait, il faut comprendre la frontière plutôt comme une ligne où on circule le long de celle-ci, de manière à pouvoir patrouiller, bien sûr, de pouvoir déplacer les troupes rapidement. Le mur d'Adrien n'est donc pas pensé pour être une frontière étanche. C'est plutôt un symbole, assez dissuasif vous en conviendrez, mais qui marque la puissance de Rome jusque dans ses limites les plus lointaines. Un monument spectaculaire, même 2 millénaires plus tard, et qui a largement contribué à la célébrité de l'empereur Adrien jusqu'à nos jours. Mais ce n'est pas le seul monument auquel il a attaché son nom. Nous l'avons vu, pour maintenir la fameuse Pax Romana, Adrien voyage beaucoup et souvent loin de la capitale. Et lors de ces voyages, il met en pratique une notion centrale dans la culture romaine. Il y a une notion très importante dans tous ces voyages d'Adrien, c'est la notion d'évergétisme. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? La définition du mot évergétisme, ça vient de evergein, faire le bien. C'est une notion essentielle dans la vie des cités grecques et romaines. C'est l'idée que les puissants, alors que ce soit le magistrat d'une cité ou l'empereur, met à contribution sa fortune pour le bien de la communauté. Donc ça peut se traduire de différentes manières, ça peut être des constructions ou des reconstructions de bâtiments, de temples par exemple, d'édifices de spectacles, de bains. Ça peut être des distributions de nourriture, d'huile, voire d'argent, ou l'organisation de festivités, de banquets, de cérémonies en l'honneur des dieux, des spectacles. Donc voilà, en fait, tout ce qui peut contribuer au bien de la communauté. Donc c'est une forme de devoir moral en quelque sorte, que de devoir agir de cette manière. Alors évidemment, c'est très coûteux. D'un point de vue financier, ces magistrats n'en retirent rien dans leur cité, mais ils en retirent sur le plan politique, symbolique, quelque chose d'extrêmement important, qui est du prestige et évidemment la popularité. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie des cités antiques qui va expliquer également leur épanouissement architectural, artistique, urbanistique. Par son statut d'empereur, Adrien est bien sûr le premier des évergètes. Mais là aussi, cette philanthropie est avant tout politique et peut servir à maintenir la paix romaine, surtout au début de son règne, qui est un peu troublé. J'ai l'impression que c'était quand même un empereur qui était populaire en son temps quand même. Alors ça dépend de qui on parle, évidemment. Bon, les auteurs, et notamment les sénateurs, qui ont fait l'objet, pour certains d'entre eux, de mesures répressives et même de mise à mort. 4 sénateurs. Mais ça, c'est une minorité sur ce que c'est ça. Donc c'est en effet une affaire qui va vraiment entacher le début du règne d'Adrien. 4 sénateurs de haut rang sont mis à mort. Alors pour des raisons un peu obscures, probablement des oppositions politiques. Et surtout qu'Adrien, il n'est pas dit que ce soit Adrien qui en soit l'origine. Donc en tout cas, les sénateurs retiennent l'idée que Adrien est coupable et est responsable de ces mises à mort. Donc le début du règne est compliqué. Ce qui fait qu'Adrien doit effectivement gagner une popularité. Lors de ses voyages, Adrien fait profiter les provinces visitées de sa générosité dans tous ses déplacements. Il fait construire des édifices et donne des jeux, ce qui permet aussi de diffuser la culture romaine dans toutes les contrées de l'Empire. Malgré tous ses voyages, l'empereur n'oublie pas Rome. C'est là qu'il fait reconstruire un des chefs-d'œuvre absolus de l'architecture romaine antique, encore visible aujourd'hui. Ce lieu, tout à fait unique, je le découvre maintenant, pour la toute première fois. Ok, là il faut vraiment Oui, que je ferme regarde les yeux. regarde pas. Ok. Là je ferme les yeux. Ne regarde pas. Moi je me fais un peu la surprise. Baisse les yeux. Ok, on va sortir maintenant. C'est bon, on a fait le Panthéon. Je pense que tu peux le faire ici en vrai. 3, 2, 1, let's go. Ah oui. C'est pas mal, hein? Ouais, si c'est choquant. T'as vu, c'est un choc là, quand même. Hein. C'est choquant. Chaque 21 avril, en fait, d'après ce qu'on peut observer, la lumière du soleil se dirige vers l'entrée du Panthéon. Et 21 avril étant le jour de la naissance de Rome, il y a une symbolique derrière. Ouais, ils ont travaillé la construction. Moi, je suis né le 23 avril, quasiment. Ouais, donc ça n'a aucun rapport. Presque. Non, 2 jours. Alors le nom, en fait, nous renseigne Panthéon, Panthéos, c'est tous les dieux. Donc c'est un temple qui est consacré aux grands dieux olympiens, donc comme Jupiter, Minerve par exemple. On dit aussi le terme olympien pour Rome aussi? Oui, alors en tout cas divinités célestes, olympiennes, et donc dont les statues étaient placées dans les différentes niches qui nous entourent. Okay. Qui maintenant sont des tombeaux de personnages illustres. On a des tombes et puis des chapelles, puisque c'est une église aujourd'hui. Pourquoi la sphère? Parce qu'évidemment, la sphère évoque
le monde. On sait à l'époque romaine que la Terre est ronde, et la voûte, la coupole, quant à elle, évoque le ciel. Donc il y a vraiment une forme d'universalité qui est évoquée par la forme du Panthéon. Alors, il fait 43 mètres de diamètre, hein, cette sphère, donc c'est gigantesque. Et donc, plus qu'un temple, hein, voilà, Hadrien pouvait rendre justice aussi, c'est ce que nous disent les textes, hein, ces gens sous la coupole. Donc il y avait une scénographie, hein, qui glorifiait l'empereur. Et donc tu as vraiment un mélange du sacré et du législatif, et de la justice qui se mélange dans ce lieu. Parce qu'en fait, la justice que rend Hadrien, toute son activité juridique ou législative, est aussi perçue finalement comme une mise en ordre du monde qui est conforme à ce que veulent les dieux. Il y a une correspondance entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. Or, on a le ciel avec cette coupole sous les yeux, et sur Terre, eh bien, Hadrien, par la justice qu'il rend, contribue à l'ordre et chasse le chaos en quelque sorte. Et est-ce que c'est vrai qu'Hadrien aurait participé à la préparation des plans justement pour le Panthéon? Absolument. Alors, on le suppose en fait, hein, dans les textes, on dit très largement qu'Hadrien était intéressé dans tous les arts, mais pas simplement en intérêt, il pratiquait ses arts, il dessinait, il peignait, il composait, écriture, musique, Il avait etc. tout pour lui. Comme par hasard. Les historiens ont dit qu'il savait tout faire. Alors en effet, Hadrien est un empereur particulièrement amoureux des arts et de la culture. Pour mieux comprendre cet aspect de la personnalité d'Hadrien et son rapport au monde, Dimitri nous emmène dans un lieu magique. On va direction de la Villa Hadrienne, donc qui est à l'extérieur de la ville de Rome. À Tivoli. À Tivoli, exactement. Et donc il y aura encore beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Il y a une trentaine de kilomètres entre le Palatin et la Villa Adriana. Aujourd'hui, c'est moins d'1 heure de voiture, et bouchons compris. Mais à l'époque, les trajets sont bien plus longs, que ce soit pour se rendre à Tivoli ou dans les provinces de l'Empire. Et surtout, quand l'empereur se déplace, c'est tout le centre de gravité de l'Empire qui bouge avec lui, ce qui demande une certaine logistique. Du coup, Dimitri, comment ça se déplace un empereur romain Avec ses jambes. Putain, la question. Oui, merde, mec. de manière, au-delà de ce que nous dit Antoine, de manière très pragmatique, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une cour? Qui se déplace avec lui? Comment est-ce que ça se passe? Alors, déjà par Uber, évidemment. Oui, comme j'imagine. Nous, pour aller à Tivoli. Non, en fait, Triche. il y a une, il y a une logistique quand même qui est extrêmement complexe. Il faut imaginer qu'il y a l'empereur, bien sûr, mais il y a toute sa cour. Et puis, toute une suite qui a des fonctions, alors, ou de protection s'il s'agit des gardes prétoriens, et puis évidemment toute la logistique pour le ravitaillement, les esclaves, donc ça représente un personnel extrêmement important. C'est toute une cour, c'est carrément une sorte de mini-ville qui se Ouais, déplace. complètement. En fait, hein, c'est vraiment Il y a ça. des estimations qui ont été faites, et on pense qu'il y aura environ 5000 personnes. Entre 4 et 5 000 personnes. 5000 personnes. Oh, le tourbus. Le tourbus de fou. Donc ça demande une organisation assez complexe. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que qu'est-ce que préparent des cités pour accueillir près de 5000 personnes? Parce que même pour des grandes cités, 5000 personnes en plus, c'est quand même pas négligeable. Ah ouais, alors il y a bien sûr l'aspect logistique en termes de ressources alimentaires, ça c'est extrêmement important pour les hommes, mais pour les animaux aussi. On voit bien qu'il y a besoin de fourrage par exemple pour les chevaux, besoin de blé, besoin d'huile, besoin de vin, etc. Donc il y a ce point, et il y a l'hébergement également. Lors de ses déplacements, Hadrien veille à voyager sans faste superflu, pour ne pas faire peser trop durement les dépenses de ses voyages sur les provinces. Alors même si ça reste simple et sobre pour l'époque, toute cette suite ça représente du monde, et elle l'accompagne partout, et ce, même dans sa résidence privée, à Tivoli. Dimitri, c'est l'une des dernières étapes de notre voyage. On est ici à la Villa Hadrienne, à 30 km de Rome. Quel est cet endroit? Alors cette villa, donc, qui se trouve à proximité de Rome, est un lieu de villégiature avant tout pour Hadrien, mais pas seulement. C'est aussi un lieu de pouvoir, et en fait le mot de villa, qui désigne dans le monde romain plutôt un domaine rural, en fait n'est pas forcément très approprié. Il s'agit plus d'un palais, une ville palatiale en quelque sorte, dans le sens où il y a l'empereur bien sûr, il y a ses proches, mais on a aussi un personnel très nombreux. On pense plus d'un millier de personnes qui s'activent ici. On a des gardes prétoriens, on a du personnel administratif, des serviteurs bien évidemment. Donc c'est un lieu de pouvoir, mais c'est aussi un lieu qui est chargé d'une symbolique qui est très chère à Hadrien. Un lieu qui est une forme de miniaturisation du monde en quelque sorte, où on a donc une évocation d'un ordre sur le monde en fait, qui est voulu par Hadrien, qui est un monde qui est ordonné par Hadrien. C'est vraiment un lieu depuis lequel Hadrien peut poursuivre l'exercice de son pouvoir. Oui, c'est pas juste une résidence secondaire, c'est vraiment un vrai palais. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc c'est vraiment un lieu qui lui permet d'avoir de l'intimité, mais en même temps de continuer à diriger ce monde qui est à son apogée au moment de la paix romaine qu'on évoque. Mais alors comment cette villa peut-elle évoquer symboliquement un monde romain en miniature? Pour nous expliquer cette idée qui peut sembler un peu nébuleuse au départ, Dimitri nous fait découvrir un lieu absolument magique,
le théâtre maritime. On est dans un lieu réellement exceptionnel Ah dans oui, le c'est sens fou. architectural. Genre, je le disais à la caméra, je pense que c'est vraiment l'un des lieux que j'ai vu. Un peu un choc quand tu rentres dans Oui, le, vraiment. dans C'est le vraiment- cercle là. vraiment un choc. Mais en plus de ça, c'est un lieu très important parce que c'est aussi une sorte de monde romain miniature. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Adrien a conçu ce lieu vraiment comme un monde en réduction, effectivement, un microcosme en quelque sorte. On dit souvent que ce lieu, c'est une évocation de ses voyages, voilà, une miniaturisation de certains lieux qu'il a pu voir, mais c'est plus du monde en fait dans son ensemble, du cosmos en quelque sorte. Et donc effectivement, on est ici dans ce qu'on appelle le théâtre maritime, qui est une sorte d'îlot en fait entouré par ce bassin. Et donc seul un pont qu'on voit ici permet d'accéder à cet îlot, qui est vraiment le lieu le plus intime, le plus central de la villa. Et il y avait quoi au milieu de l'îlot en question en fait? Alors, en fait, on pense que l'ensemble était ouvert au niveau du toit, donc il n'y avait pas forcément de couverture. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à la reconstitution. En tout cas, pour certains archéologues, il s'agirait peut-être d'un observatoire astrologique, sachant que Adrien était vraiment versé dans l'astrologie, donc l'observation des astres, ça fait vraiment partie des domaines qui me passionnaient. Après, au-delà de ça, il s'agit aussi d'une forme d'appartement privé en quelque sorte, un empereur peut se retirer. Donc en fait, le lieu le plus important à la fois parce que c'est le lieu le plus intime, le plus privé de l'empereur, mais également on a identifié les latrines d'Adrien sur cet îlot. Donc, Les toilettes les plus évidemment, là- fancy de l'histoire. Non, vraiment, c'est. Les toilettes de l'empereur. Non, mais c'est pas rien. Du coup. Et puis également, on voit ce bassin d'eau qui peut évoquer l'océan, avec un grand O, qui entoure le monde habité. Magnifique. Non, c'est vraiment époustouflant. Et même en fait, un des trucs qui est vraiment incroyable, même c'est le fait que ce soit ouvert et que tu vois aussi ce bâtiment derrière là, je trouve ça vraiment on a toutes les structures, spectaculaire. et puis le paysage qui est magnifique avec ses oliviers, ses pins. Et Marguerite Yourcenar, dans les mémoires d'Adrien, a vraiment rendu le Ah mais oui, vivant ces lieux en fait. ouais. complètement. Et c'est même la rue qui mène à ici s'appelle rue Marguerite Yourcenar. Absolument. Et elle a un rôle important puisque son roman qui est paru en 1955 a vraiment révélé aussi au grand public qui était Adrien, sa sensibilité, ses centres d'intérêt. Donc c'est une œuvre qui est majeure et à la fin un travail de recherche extrêmement poussé pour se documenter, trouver des sources et redonner vie en fait à cet empereur. Sublime. Est-ce que tu sais où sont précisément les latrines sur l'îlot ou pas? Un petit besoin arrive. mais T'as envie de j'aime- marcher dans les pas de en fait, l'empereur j'aime juste me dire où est-ce que c'est précisément. Tu vois. Là je les ai pas en visuel mais en tout cas elles en sont, plein elles sont milieu, sur en l'îlot, plein milieu de l'îlot. J'aimerais que ce soit ce petit trou là, juste ce petit truc là, cette petite J'aimerais bien en plein milieu vraiment. T'imagines au centre. Comme ça, c'est comme le penseur, tu sais, genre tu réfléchis. Bon, les latrines laisseront un souvenir indélébile à Antoine et moi, mais le théâtre maritime n'est pas le seul endroit de la villa qui évoque des contrées de l'Empire romain. En fait, il y a différents lieux qui rappellent par leur nom ou leur élément de décor des provinces qu'Adrien a visitées, ou des sites illustres du monde grec et égyptien. Dimitri, tu nous as emmenés dans un lieu et en fait là, depuis qu'on est arrivé, Ah, on c'est prend vraiment que claques, des claques claques sur dans des la claques. Mais ce lieu, il est extrêmement important parce qu'il est très symbolique sur ce que représente l'Empire au moment du règne d'Adrien en fait. Ouais, effectivement. Donc là, on a vraiment un lieu qui est très symbolique par le programme iconographique, les statues, la signification de l'ensemble. Une fois de plus, on connaît le nom en fait, grâce au texte. Et l'ensemble est surnommé le Canope pour le bassin qui est ici et le Sérapéum pour l'édifice qui se trouve derrière nous. Où ils faisaient des banquets. Absolument. Donc un lieu de banquet, un lieu de mise en scène du pouvoir également dans le cadre du banquet. Alors pourquoi le nom de Canope et de Sérapéum déjà? Alors ce sont deux noms qui évoquent l'Égypte. C'est une évocation probablement du Sérapéum d'Alexandrie. C'est le grand temple de Sérapis par excellence. Et puis le mot de Canope qui va désigner le bassin qui est juste à côté de nous. En fait, c'est une ville qui se trouve pas très loin d'Alexandrie. Et si on veut résumer, c'est un petit peu le Ibiza de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville vraiment réputée pour la fête. On raconte que sur les canaux qui mènent à Canope, on fait la fête jour et nuit sur les embarcations. Voilà, c'est vraiment un lieu de plaisir qu'Adrien aurait visité. Et donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une évocation du monde des provinces, l'Égypte, la Grèce avec les fameuses cariatides qui sont low cost du bassin. Cariatides en fait qu'on retrouve sur l'acropole tout près du Parthénon dans le bâtiment qui s'appelle l'Erecteion, qui jouxte vraiment le Parthénon. On a le crocodile qui évoque l'Égypte. Et donc symboliquement, en fait, on a ici l'union de l'Égypte
de la culture hellénique, et le tout sous la domination romaine. Donc c'est une bonne illustration de la Pax Romana sous règne d'Adrien. Alors impossible de partir de Tivoli sans évoquer un personnage essentiel dans la vie d'Adrien. Dimitri attire notre attention sur un endroit qui a presque complètement disparu aujourd'hui, mais qui était très cher au cœur de l'empereur. L'emplacement probable du sanctuaire dédié à son compagnon, Antinoüs. Alors c'est vrai que en étant ici, il y a un personnage qui est quand même assez important dans la vie d'Adrien, qui est la personnalité d'Antinoüs. Est-ce que tu peux nous raconter qui il est et quel impact il a eu même sur, on va dire, la Pax Romana au global? Alors Antinoüs, c'est un des personnages importants du règne d'Adrien. En fait, malheureusement, c'est peu de choses de lui, mais son image est omniprésente. Alors Antinoüs est un jeune homme en fait, qu'Adrien rencontre lorsque Antinoüs a une quinzaine d'années à peu près. Adrien en a quasiment 50 à l'époque. Et donc, le jeune homme suit ensuite Adrien durant ses voyages. Et donc, en 130, voilà, Adrien, l'impératrice, la cour et Antinoüs sont en Égypte. Et on apprend qu'à ce moment-là, donc Antinoüs, donc ça se passe en octobre 130, Antinoüs meurt brutalement dans le Nil, en se noyant dans le Nil. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Dans les textes, on rapporte chez Dion Cassius, dans l'Histoire Auguste, qu'Adrien aurait pleuré des jours, alors je paraphrase, je cite, comme une femme. Dans les textes, on s'offusque du fait qu'Antinoüs a reçu plus d'honneur que la sœur d'Adrien lors de sa mort. D'accord. Donc il y a une certaine réticence par rapport à cette attitude. Et Antinoüs est divinisé ensuite. Une ville, Antinopolis, est fondée non loin du site où a lieu l'accident. Et assez rapidement, le culte d'Antinoüs se diffuse en Égypte et dans le monde grec, un petit peu en Italie également. Et on voit bien, ça c'est intéressant, pour revenir un petit peu à la question de la paix romaine, c'est qu'en fait, il y a une forme de, de consensus autour de ce culte. Et Adrien, on le voit bien, joue un rôle dans la promotion de ce culte, dans le sens où, et les provinciaux s'empressent évidemment de célébrer Antinoüs, parce que c'est une manière de plaire à l'empereur. Ouais. Alors ces images d'Antinoüs divinisé, portant un émesse, la coiffe royale égyptienne, reflètent les syncrétismes religieux qui naissent dans tout l'Empire romain. C'est aussi une manière pour l'Empire de favoriser l'assimilation des provinces et des cultes locaux. Par exemple, à Basse, des termes romains sont implantés dans une source consacrée à une déesse locale, Soulis, qui devient Minerve Soulis. A l'inverse, les Romains s'approprient eux aussi des dieux étrangers et les importent à Rome, comme Isis, Sérapis ou Cybèle. Accepter ces mélanges culturels et religieux, c'est aussi ça, le ciment de la Pax Romana. Alors c'est un culte qui va, on le voit par la statuaire, par le nombre d'images d'Antinoüs se diffuse assez largement, mais on pense qu'au fil des règnes va commencer à décliner. En tout cas, derrière nous en fait se trouve ce qui est interprété depuis des dernières études comme ce qui pourrait être un sanctuaire consacré à Antinoüs. Alors, est-ce que sa tombe était là? C'est une des hypothèses. Cette découverte de la Villa Adriana à Tivoli marque aussi la fin de notre voyage à Rome. Alors cette expédition, elle a été dingue parce qu'on a partagé de très bons moments avec Dimitri, mais aussi j'étais trop content de pouvoir embarquer Antoine avec moi. C'est quelqu'un, vous l'avez vu, qui est curieux, qui a envie de comprendre, qui pose des questions. Et c'est ça qui fait que les voyages se partagent. J'étais vraiment ravi de l'avoir avec moi. Antoine, c'est la fin de notre voyage. Oh là là. Ouais. Et pour moi, un voyage, ça se partage. Et j'étais ravi de le partager avec toi. C'était trop bien, merci pour l'invitation. T'as kiffé? Ah oui, non, c'était incroyable. Trop bien. Je suis heureux dès que je suis en Italie, je suis encore plus heureux dès que je suis à Rome. Et là, c'était vraiment tout ce qu'il y a de mieux, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce qu'on a fait Aujourd'hui, Ouais. franchement, là où on parle, là, la Villa Adriana, quoi, parce que c'était hors du temps, là, vraiment comment ça s'appelait exactement? J'ai un peu oublié le nom, mais le théâtre marin, c'était complètement fou, c'était temps suspendu, c'était incroyable, vraiment mystique, quoi. Trop bien. Mais Donc écoute, c'était vraiment trop bien et je conseille à tout le monde de venir visiter, c'est vraiment incroyable, quoi. sache que c'était un plaisir de t'avoir et j'étais très content qu'on partage ça ensemble, cette journée à Rome. C'était vraiment un gros kiff. Ah, c'était Merci beaucoup, exceptionnel. merci beaucoup Antoine. Merci pour l'opportunité, franchement. C'était trop cool. Bon voilà, notre voyage dans les pas de l'empereur Adrien touche irrémédiablement à sa fin. Mais avant de rentrer en France, Dimitri nous explique la fin du règne de l'empereur et les conséquences que cela a pu avoir sur cette fameuse Pax Romana. Alors, la fin du règne d'Adrien est assez sombre, pour plusieurs raisons. Il est assez malade, et on voit dans les textes, après la mort d'Antinoüs, Adrien sombre dans une sorte de dépression, donc il souffre beaucoup. Il meurt le 10 juillet 138 d'hydropisie, donc il a du sang dans les poumons, il a une grosse infection. Il meurt pas à Rome, il meurt près de Naples, dans une localité qui s'appelle Baiae en italien, qui est vraiment un lieu de villégiature impériale. Donc il meurt en 138, et surtout, il anticipe sa succession.
il n'a pas d'enfant avec Sabine. Alors les textes, très mauvaise langue à l'égard d'Adrien, disent que Sabine ne voulait pas d'enfant, disant « je ne veux pas d'enfant d'un monstre pareil ». Bon, on pense que c'est exagéré, mais en tout cas, il n'y a pas de successeur naturel. Donc, Adrien envisage sa succession. Il a le souci de la stabilité. Il adopte Antonin le Pieux. Mais attention, il lui impose une condition, c'est qu'à son tour, il adopte d'autres successeurs. 2 jeunes adolescents à l'époque, le futur Marc Aurèle et Lucius Verus. Donc ainsi, la succession est assurée pour les 2 reines suivantes. Ainsi, même après sa mort, Adrien continue de préserver cette Pax Romana. C'est sous le règne de son successeur Antonin le Pieux que l'Empire romain connaît d'ailleurs sa plus grande stabilité. Une stabilité rendue possible par les efforts déployés par Adrien tout au long de sa vie. En espérant que vous ayez savouré et aimé ce voyage dans l'histoire et le temps à nos côtés, sachez que si vous voulez prolonger cette aventure, Anno Pax Romana est maintenant disponible sur ordinateur et console. Plongez-vous dans la peau d'un gouverneur pour bâtir la plus puissante province du monde romain, soit proche de Rome dans le Latium ou dans les régions reculées de l'Albion. Un grand merci à Ubisoft de soutenir notre travail et retrouvez-moi d'ailleurs en live dès la semaine prochaine pour découvrir l'ensemble du jeu sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez plus d'informations, tout est disponible en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.